Voici une discussion avec Stéphane Richer, actuellement directeur au développement des affaires chez De La Fontaine. Comme vous pourrez le constater, il a un parcours atypique. Il n'est jamais allé au cégep et pourtant, il a un diplôme universitaire en administration des affaires. Son parcours est inspirant puisqu'il n'a jamais eu peur de recommencer au bas de l'échelle et d'apprendre constamment afin de devenir une meilleure personne. Pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à Mille et une voies du succès. Tu peux nous présenter en quelques points ton parcours depuis la fin du secondaire, si on veut, jusqu'à maintenant? OK. En fait, moi, j'ai un parcours, comme je te disais un petit peu plus tôt, un peu assez atypique dans le sens où j'ai fini mon secondaire 5. J'avais aucune idée de ce que je voulais vraiment faire dans la vie. À l'époque, je m'enlignais pour devenir cuisinier. Fait que je suis allé à l'Institut du tourisme et de l'hôtellerie du Québec en cuisine. J'ai fait 1 an. Et à la dernière journée de ma première année d'études, j'avais un résultat d'examen et mon prof, à ce moment-là, c'était dans potager. Potage et salade. À l'examen, il me fait venir puis il me dit tout simplement ça va pas, t'es comme un touriste en vacances dans mes cours. Fait que j'ai fait comme OK. Et j'ai quitté et à ce moment-là, j'ai appelé mon père à ce jour-là. Puis j'ai dit écoute, je lâche l'école, c'est fini, ça marche pas, c'est pas pour moi. Et 48 heures plus tard, en fait, j'étais dans une usine à travailler de nuit. Fait que c'était un peu comme ça. Je l'ai appris à la dure dans le sens où, à l'époque, c'était un peu comme ça. Tu vas pas à l'école, tu travailles. Fait que je me suis ramassé à l'époque chez Bombardier à travailler de nuit parce que mon père avait des connexions, il m'avait trouvé une job, tout ça. Bon, fait que je l'ai appris à la dure. Je travaillais de nuit à la pire job que je pouvais avoir chez Bombardier à l'époque. Puis c'était correct. Probablement que mon père avait peut-être fait le message aux gens des ressources humaines là-bas en disant fais-en manger de la bonne, puis pour qu'ils voient c'est quoi à la dure, tu sais. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis pendant quelques années, j'ai vivoté comme ça, à faire un peu toutes sortes de choses sans vraiment savoir ce que je voulais faire de ma vie. J'avais un secondaire 5 en main. Et à un moment donné, je voulais m'en aller parce que j'ai fait, dans ma jeunesse, je faisais de l'animation de disco mobile, tout ça. Fait que j'étais un peu dans le social, dans la musique, tout ça. J'aimais ça beaucoup. Fait que je voulais, j'aspirais à devenir un ingénieur de son, par exemple. Je suis allé passer des entrevues, mais j'ai réalisé que c'était pas ça non plus. Fait qu'un jour, mon père, qui était un entrepreneur, qui était propriétaire d'entreprise, bon, ben là, il me dit écoute, tu as assez vivoté dans la région de Valcourt, qu'est-ce que tu dirais si tu viendrais travailler chez nous à Longueuil? Qui était une usine où on fabriquait, où il fabrique encore aujourd'hui, les trains d'atterrissage pour avions. Ce que j'ai fait, mais encore là, à la dure, je suis rentré sur le chiffre de nuit, à la pire job qu'il pouvait avoir dans l'usine, c'est moi qui l'ai eu. J'ai fait ça pendant peut-être 2 ans à l'époque, et à un moment donné, par un concours de circonstances, j'ai eu la possibilité, mon père justement m'offrait la possibilité de dire, écoute, as-tu le goût d'essayer de quoi dans les bureaux? Mais encore là, tu vas commencer en bas de l'échelle. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que je suis monté, je suis allé dans les bureaux de l'entreprise à ce moment-là qui est Héroux DevTech. Et il appelait ça coordonnateur junior ou planificateur junior. J'avais aucune expérience en production. J'avais absolument aucune expérience en planification de production non plus. Et encore en tête, j'ai mon secondaire 5 seulement, puis c'est tout. Fait que pendant quelques années, j'ai appris le métier. Dans cette entreprise-là. J'ai travaillé là pendant de 86 à 92 à ce moment-là. Et en 92, il s'est passé un déclic. C'est-à-dire que c'était au mois de juillet de cette année-là, en 92, ou en juillet 91, pardon, il s'est passé un déclic où, lors d'une discussion avec un collègue de travail, une simple question du style ben écoute, selon la courbe normale, 20-80, on devrait arriver avec telle chose. Puis là, j'ai fait comme tu me racontes quoi, là? Fait là, ben, tu connais pas la cloche, Fait que j'ai fait comme non, pas vraiment. Puis, et c'est là que j'ai réalisé à ce moment-là, après qu'il m'a expliqué que j'avais des expériences, des connaissances du milieu manufacturier dans mon travail, parce qu'à ce moment-là, j'étais rendu planificateur de contrat. Fait que je gérais le contrat de l'avion amphibie Canadair CL 415. Nous, on fabriquait le train d'atterrissage, puis je gérais ce contrat-là. Fait que j'avais quand même appris certaines choses. J'avais acquis de l'expérience au fil des 4-5 années, mais là, je voyais qu'au niveau intellectuel ou académique, il me manquait quelque chose.
Fait que c'est là que j'ai pris la décision en 91. Je suis rencontré mon père, je lui ai dit, écoute, je prends un call. Là. J'avais une maison à l'époque, je m'étais acheté une maison, ma vie commençait. Et j'ai fait comme, écoute, j'arrête tout ça, je vends tout et je m'en vais à l'université. Je vais faire un test, je vais voir si je peux. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait des demandes d'admission à Sherbrooke, à Montréal et à l'UQAM, donc au HEC à T'avais Montréal. quel âge à ce temps-là? À ce moment-là, j'avais 26 ans, 90, donc j'avais 66, Donc, 86, 25 ans. Donc, à 25 ans, tu as décidé J'ai de retourner à l'école. Effectivement. Puis j'avais pas de cégep. T'avais pas de cégep. Pas de cégep, j'avais ça en secondaire 5. Puis moi, compte tenu que, justement, étant donné que j'avais des expériences en manufacturier, en planification ou en gestion des opérations, tu sais, j'aurais jamais pu à l'université dire, OK, je m'en vais ingénieur ou je m'en vais whatever. Tu sais, pour moi, il fallait que j'aille dans quelque chose dans lequel j'avais certaines expériences. Et donc, j'appliquais sur la base d'expérience de travail. Fait que donc, je suis allé en administration, en gestion des opérations, parce que c'était mon domaine. Fait que l'endroit où j'ai été accepté à ce moment-là, avec pas trop de conditions, c'était l'UQAM. Les autres étant, tu peux venir à Sherbrooke, mais pendant 2 ans, tu vas suivre des cours du soir, puis après ça, tu vas pouvoir peut-être intégrer le programme. Puis je ne pouvais pas aspirer à ça parce que ma vie était commencée. Fait que donc, pendant 2 ans et demi, j'ai été à l'UQAM. Est-ce que tu travaillais pendant ce temps-là? Non. Fait que j'avais la possibilité, j'ai eu la chance de pouvoir j'ai été privilégié de la vie, on va dire, là, bien honnêtement, pour pouvoir justement faire mes études et me concentrer à temps plein là-dessus. Puis moi, c'était un travail. C'était pas d'aller aux études. Pour moi, c'était mon travail, c'était d'étudier. Et fait qu'en 2 ans et demi, j'ai fini mon bac pratiquement. C'est-à-dire qu'il me restait mes 3 cours libres que j'avais gardés pour la fin au cas où j'étais pour me ramasser ailleurs. Puis c'est quoi t'as dit, c'était pour moi, c'était comme un travail, c'était pas aller aux études. Ouais, c'est quoi la différence? Parce que, puis peut-être à cause de mon âge, peut-être à cause aussi du fait que, justement, les gens que je côtoyais, puis je dis pas ça négativement quand je le dis comme ça, mais tu sais, moi, je n'étais pas sur le party. Puis je dis pas que les jeunes aujourd'hui à l'université le sont, mais moi, c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de dire, il y avait une annonce à l'époque qui passait à la télé, quand est-ce qu'on commence pour qu'on puisse finir? C'était un peu ça. Moi, c'est quand est-ce que je commence mes études pour que je puisse les terminer pour rattraper mon parcours professionnel dans lequel j'étais. Fait que c'était sérieux, mon affaire. Je travaillais, puis c'était pour moi un vrai travail du lundi au vendredi. Fait que tout mon horaire était agencé en fonction de mes études et d'un travail. Lundi, mardi, des cours. Mercredi, travail d'équipe. Jeudi, travail à la maison. Vendredi, travail d'équipe et ou cours. Et le vendredi après-midi, je finissais. Puis je partais pour ma fin de semaine. C'était comme ça. Puis j'ai fait ça pendant 6 sessions temps plein. À l'été, automne, hiver, je roulais à full pin pour pouvoir justement accélérer mon bac. Puis arriver à la fin et dire, bon, OK, j'ai presque terminé. Et puis là, je peux revenir à ma vie normale. C'est ce que j'ai fait après 2 ans et demi. Donc, j'ai quitté la région de Montréal, puis je me suis emmené à Sherbrooke pour débuter. J'avais mon épouse à l'époque, mon conjoint de l'époque. On n'était pas mariés encore, mais fait que j'ai trouvé un emploi ici, chez Bombardier à l'époque. Puis, fait que j'ai redébuté ma carrière à ce moment-là en 95. Fait qu'en fait, il y a eu, depuis le début de l'histoire, si on veut, il y a eu 2 changements. En fait, 3 changements de carrière, si on veut. Le premier drop-out, si on veut. Ouais. Après ça, on est revenu aux études. En fait, on a travaillé. Après ça, on est revenu aux études. Puis là, on est de retour à Sherbrooke. Oui, absolument. Pour travailler. Oui, puis tu sais, comme je disais un peu tantôt, moi, j'étais à la base, tu sais, j'étais allé en cuisine. Pourquoi, je ne sais pas. J'avais une inspiration quelconque, j'imagine. Mais bon, je me cherchais puis je n'avais rien trouvé. J'ai appris en travaillant dans le manufacturier, tout ça, à travers les différentes expériences puis l'apprentissage des gens qui étaient autour de moi. Fait que ça m'a fait découvrir certaines habiletés et certaines habiletés, puis aussi des affinités aussi avec certains domaines, dont la gestion des opérations. Parce que c'était là-dedans que j'étais bon, puis je trouvais que je fitais, et les résultats des études que j'ai faits étaient aussi très bons. Fait que, tu sais, quand je me suis ramassé à l'université, souvent, je voyais mes scores. Puis, moi, j'étais un étudiant bien ordinaire au secondaire. Là. Mais quand je suis arrivé à l'université, comme je disais tantôt, j'étais là pour le travail parce que j'avais un objectif, c'était de sortir avec du succès, puis je travaillais pour ça. Et j'ai atteint des notes personnellement. Je n'étais pas au-dessus de la moyenne à tout casser.
mais j'ai sorti fort de l'université, puis jamais j'aurais pensé ça. Puis, une petite anecdote là-dedans, tu sais, moi, quand j'ai fini mon bac, quand j'ai reçu mon bac, j'ai eu mon document et j'ai reçu mon certificat. La première affaire que j'ai faite, c'est que j'ai fait une photocopie. J'ai écrit une lettre à mon père parce que c'est lui un peu qui m'avait permis de pouvoir atteindre ça. Puis j'ai envoyé une lettre. Puis j'ai envoyé mon bac. La photocopie, je l'ai gardée pour moi, puis j'ai envoyé mon bac à lui. Parce que pour moi, c'était ça. Tu sais, c'était pas l'accomplissement, c'était une chose, mais me disait, un peu, là. Puis le message, une des phrases que je me souviens, tu sais, je disais souvent dans ma lettre, j'avais écrit, pour certains, c'est un bout de papier qui te fait, que tu vas débuter quelque chose, tu sais. Mais pour moi, c'est pas un bout de papier. C'est l'accomplissement de OK, tu savais pas où tu t'en allais, voici maintenant, tu as trouvé ta voie, puis maintenant, tu as pris les choses en main pour y arriver. Tu es allé chercher tous les outils qui te manquaient dans ton coffre à outils pour pouvoir justement faire de quoi de bien au bout. Fait que ça, pour moi, c'était la grosse patente, là. Fait que quand j'ai fini mon bac, j'ai débuté le travail, puis je me suis lancé. En fait, je me suis lancé. J'ai débuté chez Bombardier en gestion des opérations encore, en planification. Je suis tourné en bas de l'échelle chez Bombardier. Puis c'était clair. Je savais qu'il fallait que je reparte à zéro. Mais j'ai reparti à zéro. Puis assez rapidement, après un an ou deux, bien là, les échelons ont commencé à être gravés, puis les promotions sont arrivées une après l'autre. Mais dans ce moment-là, j'étais vraiment en gestion des opérations parce que, justement, c'est ce que j'avais étudié. J'étais dans le milieu manufacturier. Mais moi, ce que je trouve fascinant, par contre, c'est que je considère que qu'il y a une grosse partie de courage, si on veut, d'une fois. Tu sais, parce que tout le monde dit, ouais, une fois que tu es sur le marché du travail, c'est dur d'en décrocher, c'est dur de retourner aux études. Absolument. Mais en même temps, comment est-ce que toi, tu as vécu ça? En fait, premièrement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, ça? Ben oui, ça a été excessivement. En fait, je te dirais que les 2 premiers mois, ça a été très difficile pour moi. À l'université, de revenir à l'université, ça a été... en fait, puis, tu sais, je pense que je te l'ai peut-être déjà raconté dans le passé, mais j'ai... à mon premier cours, moi, je suis rentré dans une session d'hiver à l'université à l'UQAM. J'ai 25-26 ans à ce moment-là. Je suis comme un vieux, là, parmi tous les jeunes qui ont déjà tous leurs amis de formés de la session d'automne, là. Moi, j'arrive dans mon cours, un premier cours, et comme je te dis, j'ai pas de cégep. Fait que moi, je suis un gars de secondaire dans lequel j'ai un horaire fixe. Je vais à mes cours, ça s'arrête là. L'agenda, ça me dit rien pour moi. J'ai pas cette gestion-là en tête. Et au premier cours, qui était comportement organisationnel, ça a mal viré d'une certaine façon, où là, les équipes se sont formées. D'un coup, ça que je me suis ramassé tout seul. Puis, bien honnêtement, je suis arrivé chez nous ce soir-là, puis j'ai allé broyer ma vie, là. Je me disais, quelle erreur j'ai faite là, de tout lâcher, donner ma démission. On m'a fait un party de départ à la compagnie où j'étais. Pour moi, c'était comme, je peux pas revenir, là. Pas revenir en arrière avec, bon, mais excusez, je me suis trompé. Il fallait que je continue à avancer. Fait que j'ai eu une amie qui m'a aidé beaucoup pour pouvoir continuer à avancer là-dedans. Elle me dit, écoute, Stéphane, là, prends-toi en main. On va se dépêcher de commencer pour que ça finisse. On va mettre ça de côté pour au moins une session. Abandonne un cours ou deux pour prendre le temps à t'acclimater. C'est quoi l'université? Fait que pour moi, ça a été difficile, la première session. Mais une fois que j'ai embarqué dans le beat puis que j'ai compris comment ça fonctionnait, comme je te disais, pour moi, c'est un travail. J'ai appris à gérer mon agenda qui était, comme mon ami à l'époque me disait, c'est ton meilleur ami à l'université. Tu mets tout là-dedans, puis avec ça, tu vas voir que ça va bien aller. Bien, ça a bien été. Puis ça n'a jamais arrêté après ça. Fait que oui, ça a été difficile au début, mais une fois que j'ai été embarqué, là, ça a bien été. Est-ce que tu le recommanderais à quelqu'un qui a besoin, ou qui est pas peut-être quelqu'un... En fait, dans quel cas est-ce que tu recommanderais ce changement de direction-là massif? Là? Ben, en fait, si je pense juste au niveau académique, c'est bien plus dans la mesure où... tu sais, des fois, là, on va dire... puis ça, c'est peut-être mon expérience passée des dernières années ou des 20, des 30 dernières années, mais des fois, on peut entendre des gens qui vont lâcher des commentaires. Écoute, bien, les cas de la vie, c'est encore plus important que... Oui, mais non. L'école, dépendant de ce que tu vas faire de ta vie, tu sais, tu vas être électricien, c'est bien de valeur. Tu as bien beau penser que tu sais tout de l'électricité, là, mais ça va te prendre un cours professionnel quand même pour en chercher un peu plus. Parce que dans ta boîte à outils, il va te manquer des notions importantes. Bien, c'est la même chose dans mon opinion. Tu sais, est-ce que je recommande? Oui, absolument. Je recommande que si tu as un objectif dans la vie, pas académique, mais professionnel, il y a des éléments académiques que tu as besoin de maîtriser pour pouvoir arriver puis pouvoir continuer à évoluer là-dedans. Puis
c'est pas un va pas sans l'autre, c'est un va avec l'autre. Puis ça, je l'ai reconnu assez tôt. Quand je te disais que j'avais vu le gars puis que ça m'a éclairé, là, ben c'était un peu ça. Fait que oui, je le recommande absolument. Est-ce que je recommande mon parcours? Ben des fois, j'ai envie de dire oui à certaines personnes parce que je me souviens, tu sais, dans un cours, surtout en comptabilité à l'époque, il y a un étudiant qui était avec moi qui était nouveau, puis il voyait mes notes et comment je réagissais quand le prof parlait ou des choses comme ça, puis il me disait, comment ça se fait que ça rentre? Ben ouais, mais c'est parce que moi, ça fait 5 ans que je le vis. Ça fait 5 ans que je comprends ça, mais je n'avais pas adapté la partie académique à tout ce concept-là. Ben moi, pour moi, c'est clair ce qui se passe, ce qu'il me dit, je le vois, là. La partie théorique est arrivée naturellement. Exactement, c'est ça. Fait que des fois, je me dis, ben peut-être que d'avoir l'aspect pratique avant la théorie, ça peut améliorer ou ça peut aider à accélérer les choses. C'est plutôt que d'embarquer juste dans une théorie, puis quand les gens finissent, ils se ramassent dans le marché du travail, puis oh, t'as peu, là. Ce que j'ai appris là, c'est peut-être pas nécessairement en ligne avec ce qui se passe dans la réalité tout le temps, là. Donc, en fait, une fois d'avoir trouvé le domaine, c'est rajouter justement un outil dans la boîte à outils, comme tu dis, d'aller chercher justement ce diplôme-là, l'académique de plus. Fait que c'est ça, entre autres, qui t'a poussé aussi à revenir à Sherbrooke, puis à ce moment-là, revenir dans le marché du travail. Comment est-ce que tu étais content de revenir sur le marché du travail ou est-ce que l'école, c'était le temps? Oui, c'était le temps. Tu sais, est-ce que j'aurais voulu poursuivre les études? Non. Je pense que je n'avais assez à ce moment-là. Est-ce que j'en aurais fait d'autres plus tard? Peut-être, mais là, tu sais, à un moment donné, c'était les enfants, la famille, tout ça, fait que ça a chamboulé un peu les choses. Puis au niveau professionnel aussi, les événements de la vie ont fait qu'à un moment donné, ben, j'avais pas nécessairement le besoin, ou j'avais pas le besoin, personnellement et professionnellement. Est-ce que ça aurait apporté un plus de pousser encore? Pas nécessairement. Peut-être, mais pas nécessairement pour ce que moi, j'envisageais, tu sais. Fait que ça a été, comme carrière, je veux dire. Fait que ça a été un parcours, là. Fait que, tu sais, je reviens sur ma partie Charles-Antoine, parcours atypique. Fait que ça, c'est une étape de ma vie. Fait que j'ai été chez BRP, j'ai été chez Bombardier à l'époque jusqu'en 88. Et en 98, ben là, il est arrivé, boum, un événement important. Puis entre 95 et 98, ben, dans ces 3 ans-là, il y a eu une évolution de parcours qui s'est faite chez Bombardier assez rapidement. De planificateur, comme je te disais, j'étais reparti au bas de l'échelle. Quand j'ai quitté Bombardier en 98, c'était comme chef de service. J'étais rendu manager en gestion de planification interne. Fait que c'était toujours dans mon orientation, gestion d'opération. Et j'ai appris beaucoup. Une petite parenthèse là-dedans, c'est que si j'ai comme un conseil dans tout ce parcours-là, puis je vais dire mentor, mais c'est accrochez-vous à quelqu'un que vous avez confiance, que vous pensez que vous apprenez beaucoup de cette personne-là, qui vous rejoint dans vos valeurs et ainsi de suite. Moi, j'en ai eu une dans cette période-là. Cette personne-là s'appelle Richard. Richard, pour ne pas nommer son nom de famille, mais Richard, c'est une personne que je me suis accroché beaucoup. C'était mon patron de l'époque. Et au fil du temps que j'ai évolué dans ces 3-4 années-là chez Bombardier, ben, c'est une personne qui m'a fait énormément évoluer. Par les valeurs, par sa façon de travailler, sa rigueur, ses concepts de travail et ses concepts manufacturiers, et ainsi de suite, ben, ça me prenait encore, ça m'apportait encore des outils supplémentaires à mettre dans mon coffre. Fait que ça je trouve que c'est un élément important à tenir en compte. Puis ça, dans le fond, tu l'as pas. C'est pas parce que tu en cherchais un mentor. Pas du tout. C'est ça. C'est arrivé, c'était mon patron. Puis j'en ai eu plusieurs patrons dans ma vie. Mais lui, tu sais, des fois, on a dit, on a une personne qui nous marque un peu plus. Là, ben, ça fait 20 quelques années de ça. Là. Ben, tu sais, je t'en parle encore aujourd'hui. Tu sais. Puis ça fait des années que je ne l'ai pas vu, Richard. Mais c'est une personne qui m'a marqué dans ma carrière parce qu'il me rejoignait dans plein de points. Et aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai encore des éléments dans mon quotidien que je me sers de choses que j'ai appris de lui d'une certaine façon à l'époque. Puis ça, c'est quand tu l'as réalisé. Justement, on disait un conseil, c'est attacher. Ben, si vous avez un mentor, comment est-ce que tu réalises qu'une personne est ton mentor? Ben, c'est ça, c'est les affinités que tu vas avoir. Okay, tu sais, quand il te rejoint dans ton champ de valeurs et tout ça. Ouais. Parce que j'en ai eu d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement été des mentors, mais qu'aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, où il y a même quelques années, tu réalises à un moment donné, OK, je n'étais pas en accord avec cette personne-là, il y a des choses mais Colin, que j'ai appris quand même. Puis aujourd'hui, ça me sert dans mon quotidien, tu sais.
Fait que ça a été ma période jusqu'en 98. En 98, ben, il est arrivé des événements importants. En 98, 99, il y avait la crise des technos à ce moment-là. Fait que Bombardier allait un petit peu moins bien et il y a eu une restructuration. Puis on m'a offert de rester, mais il fallait que je prenne un step back. Puis à ce moment-là, j'ai fait comme, oh non, là, je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour atteindre un certain niveau professionnel, je dirais. Là. Fait que j'ai dit non et j'ai quitté. J'ai quitté en 98 et dans le même moment, en fait, avant de quitter, c'est qu'en 98, mon père est décédé. Fait qu'il y a eu comme un chamboulement qui s'est fait à ce moment-là. Fait que j'avais tout l'aspect familial à gérer, tout ça, suite au décès de mon père. Et donc, après ça, le départ de Bombardier à cause justement du contexte économique de l'époque. Je me suis ramassé dans une autre entreprise une semaine plus tard à Grimby. Encore là, toujours en manufacturier. Là, j'étais directeur du supply chain, de la chaîne d'approvisionnement. Tout ce qui était planification, logistique et compagnie, achat, c'était sous ma responsabilité. Et quelques mois plus tard, bang, un autre événement dans ma vie, c'est mon frère qui décédait. Fait encore là, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à gérer. Et je me reconnaissais plus ou moins avec cette entreprise-là. Fait que j'ai décidé de quitter après 6-8 mois, je pense, à l'entreprise. J'ai quitté et Bombardier m'a recontacté pour des mandats de consultation au niveau système informatisé, tout ça, parce que j'avais participé à l'implantation de SAP à l'époque. Fait que c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois avec eux. Et à un moment donné, j'ai décidé de tenter mon coup dans l'entrepreneuriat puis de me lancer dans l'achat d'une franchise parce que je faisais de la consultation pour Bombardier. Mais je me suis dit, tiens, je m'étais toujours dit, j'avais déjà dit à mon père à l'époque, je disais, tu sais, Père, un boulanger va se partir une boulangerie, un garage, un mécanicien va se partir un garage. Moi, je suis un généraliste. Je vois pas dans quoi je pourrais me partir quelque chose, tu sais. Puis, fait que donc, mais j'étais un maniaque de films et de techno un peu, tout ça. Fait que je me suis lancé dans une franchise de club vidéo à l'époque. Puis, à chaque année, en fait, j'avais acquis 2 franchises après 2 ans. Et après la 3e année, avec un autre franchisé, on s'est associés ensemble et on a acheté le réseau de clubs vidéo franchisés, qui avait à l'époque une 60aine de points de vente au Québec et qui était le 2e en importance au Québec, en fait. Et on a lancé, en fait, notre plan stratégique de l'époque, c'était de dire, OK, on prend de l'ampleur avec différents autres canaux de distribution qui étaient tous les réseaux plus éloignés en campagne, les villages, les petites villes et villages dans lesquels il y avait des dépanneurs, tout ça. Puis on a lancé un concept de vidéo dépanneur avec des grandes chaînes qui étaient collaborent à l'époque, qu'on s'était associé avec eux. Puis on amenait le concept de club vidéo de dépanneur à un autre niveau avec plein d'équipements qu'on fournissait, tout ça. Puis en l'espace de 2 ans dans ce réseau-là, on s'est ramassé avec un peu plus de 115 points de vente. Fait que ça allait bien, ça allait même relativement bien. Mais en 2006, ça a été le début. Fait que ça, fait que là, à ce moment-là, là, comme tu peux voir, là, je partais du manufacturier, puis je switchais complètement dans un autre domaine qui était un domaine retail, vente au détail, même si c'était un concept de location, gestion des ventes, gestion de clientèle, et ainsi de suite. C'était complètement différent. Fait que je me suis enlacé là-dedans. Et je me suis allé là-dedans. Et donc, en 2000, ça a bien été pendant les premières années. En 2005, ça a été le début de la fin de cette industrie-là. Si tu as déjà entendu parler de Blockbuster à l'époque, qui était la plus grosse chaîne au monde, qui était même encore plus gros que Netflix à l'époque, qui était nouvellement arrivé dans le domaine, qui n'existe plus aujourd'hui. Super Club Vidéotron, ça n'existe plus. 2006, pour toutes sortes de raisons, le temps de passer devant les télés, et ainsi de suite, tout ça diminuait au détriment d'Internet. Et en 2006, tout s'est mis, en fait, un petit peu plus qu'avant 2006, là, tout s'est mis à dégringoler, si on pourrait dire. Fait qu'on a décidé d'arrêter ça là en 2006. Je te dirais que c'est en 2005, en fait, que ça a commencé à mal aller. Et 2006, donc, on a décidé d'arrêter tout ça. On a mis les clés dans la porte. Fait que juste arrêter ça. On a fermé boutique. On a arrêté. Vous n'avez pas vendu. Vous avez juste... il n'y a plus rien à faire. On a carrément mis la clé dans la porte du réseau en tant que tel. Les franchisés sont devenus comme indépendants, d'une certaine façon. Et moi, comme je dis souvent, je suis reparti avec mon petit bonheur chez nous et à pas vraiment savoir quoi faire. Fait que ça a été une 2e étape dans ma vie. Fait que plus de job, plus rien. On repart à zéro. Puis
Puis, en fait, tu sais, ce que je peux ajouter à ça, c'est que quand j'ai décidé avec mon partenaire de l'époque, lui a continué un peu la partie dépanneur, tout ça, il a continué ce réseau-là. Mais moi, ce que je disais à mon partenaire à l'époque, c'était, écoute, là, moi, mon background, c'est un background gestion des opérations. Toutes les années qui passent, je perds en expertise. Et à un moment donné, ça va tellement ça être érodé qu'il n'y aura plus de valeur à ça. Fait que je peux pas trop attendre. Fait que d'où la raison qu'en 2006, j'ai décidé que c'était assez et qu'il fallait que je passe à autre chose. Parce que, puis juste, si je reviens en arrière 2 secondes, tu as dit, il y a eu le décès de ton père et le décès de ton frère. Ouais. À ce moment-là, tu étais... Ben, en fait, pour le décès de ton frère, tu avais un emploi. C'est ça? Mais pas pour le décès de ton père parce que tu venais juste de quitter. Non, pour le décès de mon père, j'avais un emploi et il est décédé pendant tout ça. C'est après que j'ai quitté, quand il y a eu la rationalisation en début 99. OK. Je me demandais justement la séparation entre vie personnelle, travail. Comment est-ce que tu l'as... C'est-à-dire, est-ce que ça a eu un impact sur ta vie professionnelle? Ah oui, absolument. Absolument. Ah oui, ça, c'est sûr et certain. Puis ça en a... tu sais... Puis moi, il y a des gens qui ont des caractères différents, des personnalités différentes. Moi, je suis une personne un peu un livre ouvert dans le sens que je vais vivre mes émotions. Je suis capable quand même de faire une démarcation. Il y a une limite à un moment donné. Mais je ne veux pas des événements qui sont plus percutants vont avoir un impact sur toi. Fait peut-être qu'à l'époque, j'aurais pris d'autres décisions. Peut-être qu'à l'époque, quand mon père est décédé en 98, puis qu'après ça, le contexte économique, tout ça a fait que... Est-ce que j'aurais pris d'autres décisions si mon père ne serait pas décédé, par exemple? Peut-être. Ouais. Peut-être que j'aurais fait un chemin différent. Mais ça, je ne peux pas le savoir. C'est pas ce qui s'est passé. Fait que, mais oui, ça a un impact, c'est sûr. Puis, est-ce que tu as réagi différemment par rapport à ton travail et à ta vie personnelle, en fait, lors de la mort de ton père versus celle de ton frère? Puis si oui, c'est quoi la différence, si tu veux, entre les deux? Bien, tu sais, c'est encore là, c'est peut-être une question, je ne veux pas dire personnelle, mais tu sais, c'est en termes d'affinité. Tu sais. Mon père, tu sais, je veux dire, j'avais... tu sais, on avait un contexte familial différent un peu de ça, mais mon père, je m'étais beaucoup, beaucoup rapproché de lui dans les dernières années. Fait que mon frère, j'avais un peu plus de distance. Fait que le clash, puis mon père, c'était un entrepreneur, était propriétaire d'entreprise, fait que je me reconnaissais beaucoup dans ce qui était. Quand j'étais tout petit, je faisais aussi des affaires parce que mon père me faisait faire des affaires, tu sais. Fait que ça m'a toujours suivi. Fait que c'est sûr, quand il est décédé, ça m'a fait quelque chose. Ça me fait encore un vide aujourd'hui, même après 20 quelques années. Mais c'est ça, ça a été différent un avec l'autre. Et c'est le court laps de temps qui a fait qu'à un moment donné, c'est peut-être l'adrénaline. Là. Tu sais, c'est passé 10 mois entre le décès de mon père et de mon frère. Fait que c'était trop rapproché, tout ça, effectivement. Fait que c'est un peu ça. Fait que, mais ces événements-là ont fait que, tu sais, bon, je me suis ramassé rapidement quand j'ai quitté Bombardier chez une autre entreprise, que je me reconnaissais plus ou moins, puis je me suis dit, écoute, j'ai peut-être d'autres choses à faire. Je vais prendre le temps de prendre un break parce que je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas vraiment fait tout le deuil de tout ça, tu sais. Puis c'est là que j'ai décidé de me lancer en affaires dans quelque chose que je pensais cool parce que, encore là, comme je te disais tantôt, j'étais un généraliste. Donc, j'étais bon en comptabilité, en finance, en gestion des stocks et tout ça. Fait, allons-y là-dedans, puis allons-y à fond, tu sais. Est-ce que tu avais une vision pour, tu sais, à me dire, les entrepreneurs, ils ont comme ils voient dans le futur, il y a comme une vision. Est-ce que tu avais cette vision-là de dire... En fait, moi, tu sais, aujourd'hui, puis on va peut-être le discuter un petit peu plus tard dans quelques minutes, mais tu sais, je me considère beaucoup plus comme un intrapreneur qu'un entrepreneur. Tu sais, tu me demanderais aujourd'hui, est-ce que tu repars en affaires? Je ne sais pas. Tu sais, il y en a qui ont ça dans le sang. Tu sais. Moi, j'ai aimé ça, mais peut-être parce que c'était pas nécessairement le meilleur domaine. J'ai pas eu, tu sais, c'est pas le fun de me mettre dans la porte pour s'en aller. Mais de l'autre bord, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est la somme de toutes ces expériences-là que j'ai vécues, professionnellement et personnellement, qui font ce que je suis. Fait que, il y a été un temps où j'ai regretté ça. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, une maudite chance que j'ai fait tout ça. Parce que je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Fait que c'est comme ça, tu sais, je pense que dans mon mindset, je le vois. Faut que je le vois de façon positive, sinon tu n'y arriverais pas, tu sais. Fait que ouais, c'est un peu ça. Fait que dans le fond, après avoir mis la clé sur la porte, tu t'es ramassé un peu dans le... Ouais, chez nous, en fait, j'ai été presque 2-3 mois, là, écoute, j'ai recommencé... Tu sais, moi, j'avais jamais fait vraiment de recherche d'emploi, à part quand j'ai fini mon bac, tu sais, j'étais allé voir 3 entreprises et 3 entreprises m'ont offert une offre d'emploi, tu sais, fait que j'ai pas eu de dire, OK, on fait l'effort d'emploi avec ton CV, puis là, tu vas te vendre ta salade, là.
J'avais jamais vraiment fait ça. Fait que j'ai fait ça. Je me suis ramassé dans toutes les foires d'emploi à Sherbrooke, à Granby, à Drummond. J'ai été quelques mois là, en stand-by, en attente. Et à un moment donné, Bombardier à l'époque, parce que j'étais revenu voir mes anciennes amours qui étaient Bombardier. Puis à l'époque, il m'avait dit Stéphane, fais rien. Si jamais il t'arrive, si jamais tu as une offre, parle-nous-en. Mais pour le moment, on n'a rien, mais regarde, avise-nous si jamais il se passe de quoi de ton côté. Puis là, les mois passaient, puis j'avais toujours pas de nouvelles. Fait que je commençais à faire un petit peu d'angoisse. Je me disais, écoute, là, il faut falloir que je travaille un jour, puis je voulais travailler. Puis, donc, c'est ça. Où je disais tantôt que la somme de toutes les expériences ont fait ce que je suis, bien, il est arrivé une opportunité chez Bombardier, BRP par la suite, où ils cherchaient un chef produit. Et pourquoi ils m'ont choisi? C'était justement à cause de mes expériences passées, qui étaient manufacturière, gestion des opérations, et après ça, vente, retail, connaissance du client, et ainsi de suite. Puis je ne veux pas dire que peu de personnes, mais j'avais ce bagage-là. Ouais. Moi, j'avais été entrepreneur d'une certaine façon. J'étais dans le retail, dans le marché de consommation, tout ça, et j'avais une expérience manufacturière. Je me suis ramassé chez BRP dans un tout nouveau poste qui n'existait même pas à l'époque, dans la division pièces, accessoires, vêtements. Et on m'a embauché pour me donner ma chance comme chef produit. Je suis arrivé là, c'était un grand livre blanc. Là. Même les gens autour de moi me regardaient en disant « Qu'est-ce que tu vas faire exactement chez Bombardier ou chez BRP? J'apprenais. On partait un nouveau rôle, un nouveau poste, une nouvelle façon de voir les choses dans cette division-là. Puis moi, j'étais responsable du portefeuille pièces. C'est comme si tu es reparti d'une entreprise. Oui, exactement. C'était en plein ça. Puis à l'époque, mon patron, Sandy, c'était un peu ça qu'il me disait. Stéphane, dis-toi que tu es le propriétaire de l'entreprise pièces chez Bombardier. Assure-toi de faire de la profitabilité. Trouve les stratégies de vente, stratégies de marketing, puis go, on part. OK. Fait que je partais avec cette idée-là. Puis il fallait développer au fil du temps. Puis c'est ce qu'on a fait là, au travers des années que j'étais là. Puis ça, dans le fond, tu as fait ça pendant... En fait, de 2006 à 2013. Fait que j'ai été pendant 6 ans chef produit chez BRP pour la division, justement, pièces, accessoires, vêtements. Puis si tu avais une expérience, si on veut, un événement ou une chose que, justement, t'en as tiré ou qui t'a fait le plus triper pendant cette expérience-là, ça serait quoi? Ben, ça a été, justement, je reviens encore avec l'entrepreneur, de m'avoir laissé la pleine autonomie. En fait, l'autonomie, ou en anglais, on dit accountability, c'est pas l'autonomie. L'accountability, c'est la responsabilité. Ouais. Moi, j'étais accountable. À tous les mois, on avait nos rencontres de direction et devant mon patron, je devais justifier si on faisait des profits ou pas avec notre portefeuille pièces, comme les autres product managers dans les accessoires devaient faire. Puis ça, ben, ça l'amenait des beaux challenges. Fait que ça, c'était pour moi un beau défi. Puis encore là, je reviens encore à ce que je disais tantôt, mes expériences passées ont fait que Caroline Debin, ça m'a servi dans tout ce parcours-là. Fait que ça a été super intéressant. Ça a été un beau 6-7 ans, en fait, de passer chez BRP. Puis encore là, tu sais, tantôt, je te parlais de mentor. Ben, mon directeur VP à l'époque, c'était un peu la même chose. On a eu nos discussions, on a eu nos bonnes prises de bec, tu sais, tout ça, mais j'ai toujours énormément respecté cette personne-là. Aujourd'hui, c'est un des... En fait, je me demande si c'est pas le numéro 2 chez BRP. Mais Sandy, j'ai toujours eu une super bonne relation avec lui quand même, malgré le fait que des fois, on a eu des solides. Mais j'ai eu toujours beaucoup de respect. Puis aujourd'hui, je me surprends, moi, à me dire... Ah, je parle comme Sandy. Ouais. Puis, tu sais, fait c'est encore là, c'est la somme, t'apprends, tu accumules des choses. Puis, je me souviens de m'avoir déjà fait dire par une personne à un moment donné, on parlait d'études, j'avais un désir d'aller poursuivre une maîtrise. Puis, on m'a dit, tu vas en retirer quoi de ça? Qu'est-ce que tu veux vraiment retirer? Parce qu'à l'époque où j'étais rendu dans ma carrière, tu sais, moi, j'aspirais pas à... J'avais atteint un certain niveau. Je me disais, OK, j'aspire à... Mais est-ce que j'ai besoin absolument de ça pour atteindre mon aspiration? Puis la réponse n'était pas nécessairement oui, ça te prend absolument ça. Fait que dans ce sens-là, j'avais pris le cadre de dire, ben regarde, j'irai pas, on va mettre ça de côté. Puis je dis pas que c'est pas important du tout, là, absolument pas. Juste que moi, dans le contexte de l'époque, j'avais jugé que, ben non, regarde, j'ai peut-être pas nécessairement besoin d'y aller. Là, fait que dans le fond, à ce moment-là. Après cette aventure-là chez BRP, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça. Ben, en 2013, il y avait différentes
Comme je te disais, j'avais ma façon, ma vision, les gens avaient certains points de vue, certaines opinions, tout ça. Et je me rejoignais pas tout à fait à ce moment-là dans la direction qui était prise dans mon poste et ou dans la direction de l'entreprise. Point. Là. Puis, comme je te dis, j'ai énormément de respect pour l'entreprise. J'ai encore plein d'amis là-bas, tout ça. Là. Fait qu'en 2013, j'ai décidé que je voulais voir... En fait, il y avait une opportunité qui se présentait chez De La Fontaine. Ils cherchaient à l'époque un directeur aux ventes et au marketing. Et j'ai décidé de postuler. Pas pour absolument quitter. Mon objectif, c'était de voir... Je voulais voir ce que les gens pensaient de moi. Comment ils me voyaient. Pas d'un point de vue pécunier ou whatever. Comment ils me voyaient dans un point de vue professionnel avec mes connaissances, mes expériences, tout ça. Est-ce que je cadrais dans un poste comme ça? Puis ça me permettait à moi, en même temps, moi-même, de me valider, puis venir confirmer ou pas, je suis à la bonne place ou je suis en dehors de la traque, de penser que je me vois de telle façon ou autre. Fait que, il y a un processus d'entrevue qui a commencé. Puis, après la deuxième entrevue ou troisième entrevue, j'ai été convoqué pour la présentation d'un plan stratégique. Donc, j'avais une fin de semaine pour monter un plan stratégique basé sur un business case. C'était comme pas un basket, là, mais un business case où on me présentait voici De La Fontaine, présente-nous un plan de vente, un plan stratégique, vente marketing, 3 à 5 ans. Puis j'avais 20 minutes de présentation à faire un lundi soir. Fait que je suis allé avec mon plan, j'ai fait mon plan stratégique durant la fin de semaine et je suis allé le présenter le lundi soir. Et quand je suis ressorti de ma présentation, dans laquelle il y avait les membres de la famille, la direction, des consultants, tout ça, il y avait comme peut-être 3 candidats en lice à ce moment-là. Je suis sorti de la salle où je présentais en me disant « Ouf, là, je vais être dans le chenoute. » Parce qu'on va me rappeler, j'étais convaincu des feedbacks que j'avais eus. Et comme de fait, le lendemain, j'avais un appel des propriétaires me dire « On peut-tu se rencontrer aujourd'hui? » Et ça s'est mis à débouler. Fait que j'ai pas eu le choix. À un moment donné, on m'a dit « Ben écoute, prends une décision. T'as pas le choix. Là. Ben, t'as pas le choix. On s'enligne avec tes demandes, avec l'offre qu'on te fait au niveau du type de travail, tout ça. Fait que tu peux pas vraiment refuser. Donc, fait que j'étais comme devant un point, ben non, je pense que je peux pas refuser, tout ça. Fait que ça a été une grosse décision personnelle aussi à prendre, professionnelle, parce que je quittais une grosse entreprise dans laquelle j'avais des super bonnes relations, tout ça. Fait que, mais j'ai quand même pris le cadre, j'ai pris le risque de dire, ben regarde, j'y vais. Je jump, puis je suis parti. Fait qu'en 2013, en mars 2013, ben, j'ai quitté pour De La Fontaine au poste de directeur des ventes et marketing à ce moment-là. Fait que c'est une entreprise qui avait à l'époque peut-être 110, 115 employés. Puis aujourd'hui, on est rendu à peu près 325. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de développement qui s'est fait depuis les 10 dernières années avec cette entreprise-là. Fait que ça, je suis content de ça. Fait que ça a été ma troisième grande étape dans ma carrière. Tu sais, de dire, ben OK, là, je pars de grande entreprise. J'ai fait un petit peu de consultation, tout ça. J'étais mon propre entrepreneur, mon propre propriétaire pour m'en aller dans une entreprise de plus une PME dans laquelle là, tout était à bâtir avec ces gens-là. Mais justement, moi, cette histoire-là, je la trouve absolument fascinante parce que je trouve qu'il y a une progression tellement justement atypique que par contre, qu'on voit des patterns, si on veut. Tu sais, toutes les premières parties de ta vie, tu faisais tout le temps référence à dire j'avais la pire job, je commence au bas de l'échelle. Ouais, tout à fait. Tu sais, dans le fond, j'avais les quarts de nuit, tu sais, c'était pas facile. Puis justement, comme t'as tout le temps eu, j'ai l'impression, t'es une des rares personnes où est-ce que je parle que t'as tout le temps eu le upper hand, si tu veux, sur ta carrière. C'est-à-dire, t'as fait les choix de dire, admettons, comme, non, OK, cette entreprise-là, admettons, je quitte, je fais telle décision. Puis ça, je trouve que c'est admirable parce que je trouve qu'on parle souvent avec des personnes qui se font un petit peu laisser emporter, surtout après l'université, admettons, je parle pour nous autres, ils se font un petit peu laisser emporter après l'université. Ils ont comme... Bon, ils ont une certaine offre d'emploi là, ils continuent, puis ils se posent pas beaucoup de questions nécessairement, puis ils font pas comme tu as fait, par exemple, à la fin de ta carrière, pas ta carrière, voyons, de chez BRP, de dire comme, OK, je vais regarder qu'est-ce que moi, tu sais, faire une espèce de petit reset de, OK, qu'est-ce que, tu sais, je suis où là en ce moment? Exactement. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment admirable. Qu'est-ce que tu peux, si tu peux retirer des leçons, si tu veux, de ton parcours. Là. Si, admettons, on dit, est-ce que pour toi, c'est important de commencer au bas de l'échelle ou avec les jobs les plus rough dans une carrière?
Pas nécessairement. Moi, en fait, ce que je pourrais dire, c'est... je pense qu'il faut être hands-on. C'est un peu ça. C'est prêcher par l'exemple ou... chez BRP, on était, même si j'étais un product manager, quand on allait dans nos meetings de vente, ben on passait les 4-5 premiers jours à monter le showroom. Ce que d'autres managers dans d'autres départements ne faisaient pas. Nous, on était hands-on. On était habillés en jeans, en short, à t-shirt, puis go, on monte le showroom. On va en monter des pièces. On va y faire nos boîtes. Fait que c'est pas nécessairement de commencer en bas de l'échelle ou de faire des choses rough, c'est d'être hands-on. Puis, tu sais, je vais le dire dans ce sens-là, de se mettre dans les souliers des autres, c'est bon dans tout. Il y a une dimension empathie là-dedans, puis d'essayer de comprendre la personne que tu sers. Tu sais, moi, je suis le client de quelqu'un, là. Puis la personne qui est mon client, il est le client d'une autre personne, tu sais. Fait que dans la vie, tu es toujours le client de quelqu'un. Fait que comment tu peux essayer de te mettre dans la peau de cette personne-là, puis d'essayer de comprendre sa réalité, bien, ça va faire que, OK, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ben, pour essayer de la comprendre, c'est peut-être de se mettre les mains dedans. Puis des fois, tu sais, j'en ai vu dans ma carrière des gens qui arrivaient, moi, ma job, c'est ça, je suis un professionnel de ci, de ça. OK, mais au-delà de ça, là, moi, là, ça m'arrive bien souvent de prendre des boîtes. Aujourd'hui encore, là, de prendre des boîtes, puis ce que j'appelle mes welcome kits, là, ben, d'aller dans l'entrepôt, de sortir mes boîtes, sortir le duct tape, puis les monter, mettre les échantillons dedans, le fermer, parce que je sais que mon staff au centre d'appel ou au customer service, ils n'ont pas le temps. Je vais le prendre à 5 minutes. Je suis peut-être trop cher à payer pour le faire, mais de l'autre bord, ça me permet de comprendre aussi une autre réalité, de dire, t'as peu, là, je sais c'est quoi faire ça, puis je peux reconnaître la job d'un autre dans ce qu'il fait parce que j'ai été capable aussi de me mettre dans sa job à lui, down the road, à un moment donné dans le temps. Fait que c'est un peu sans dire, comme je te dis, pas nécessairement commencer en bas de l'échelle, mais de réaliser puis de bien comprendre. Tu sais, on parle souvent, nous, au bureau, d'aller faire de l'observation. Peu importe la job que tu as, si tu es un gestionnaire, ben la meilleure façon de comprendre ton employé, c'est va donc l'observer, puis essaye donc de te mettre dans sa peau, tu sais, puis de comprendre comment il travaille, puis c'est quoi son travail. Parce que sinon, tu as bien beau être un gestionnaire responsable d'un groupe de personnes, tu vas avoir de la misère à justifier par la suite des choses à améliorer ou des choses à faire de telle façon si toi-même, tu ne les as pas vécues. Puis, pour tous ceux et celles, justement, qui veulent avoir cette espèce de liberté-là dans sa carrière, ou d'avoir justement le sentiment que tu es en contrôle, si tu veux, de ta vie, puis justement d'être capable de prendre ces décisions-là, comme par exemple que toi, tu as pris. Est-ce que tu aurais un conseil justement à leur donner, ou est-ce que c'est plus comme étant comme moi, je suis la personne, je suis une des personnes qui est autonome, je suis faite de même, ou c'est vraiment, est-ce qu'il y a un processus, si tu veux, de penser aussi, je sais pas, quand tu es dans, quand tu es inconfortable quelque part, toi, en tant que personne, tu es capable de prendre cette décision-là? Ou... Je pense que ça fait partie de, j'ai envie de dire, l'environnement dans lequel tu es. Puis je ne sais pas si ça fait du sens de dire ça de même, mais tu sais, moi, j'ai été chanceux, je peux dire, dans ma carrière, d'une certaine façon, là, autant, quand j'étais chez BRP, chef produit, j'étais maître de mes affaires, tu sais. J'avais une job à faire, j'étais maître de mes choses. Et par ricochet, donc, j'avais énormément d'autonomie. Où je suis présentement depuis 10 ans, la direction, les actionnaires, les propriétaires nous laissent cette autonomie-là. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, je fais mes choses et donc cette confiance-là vient avec dans cette mesure-là parce que je me sens pas de dépendre. Puis je reviens encore à ce que je disais tantôt, là, je suis un petit peu de coq-à-l'âne, mais la partie intrapreneur, là, c'est comme ça que moi je me sens dans cette dimension-là parce que je suis responsable d'un groupe ou de différentes unités administratives chez De La Fontaine, puis dans lequel j'ai pleine autonomie. Fait que ça, pour moi, c'est important. Puis ça vient me chercher justement dans ma façon d'être, dans ma confiance, dans ci, dans ça. Parce que, justement, je pense que je maîtrise bien mes choses puis que j'ai cette autonomie-là qui m'est donnée là, tous les jours. Fait que c'est ça, justement, c'est cette quête-là, justement, d'autonomie puis de dépassement de soi, justement, qui t'a poussé à faire ces décisions difficiles-là, de retourner aux études, de faire des changements de carrière importants. Puis justement, parce que chaque fois que ça arrivait, c'était un risque, veux pas. Oui, absolument. De La Fontaine, ça a été un gros risque. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, tu sais, je quittais là, des avantages, décidé ça, mais je suis excessivement bien traité. Tu sais, chez La Fontaine, Fait que, mais encore là, on m'a donné cette confiance-là, cette autonomie-là. Et
l'autre chose aussi, je pense que s'il y a de quoi, c'est une forme de conseil que je peux donner. Peu importe ce que les gens font dans leur carrière, c'est, tu vas être avocat, par exemple, ben une personne va être avocat, va travailler dans un bureau d'avocat. OK, mais il y en a des milliers de bureaux d'avocats. Trouve celui dans lequel tu fites. Parce que tu peux pas être heureux dans ton travail si tu n'es pas heureux dans l'environnement. Dans le travail que tu fais, c'est une chose, mais l'environnement dans lequel tu navigues aussi est important. Je ne pourrais pas être bien comme je suis là présentement si je n'avais pas cet environnement-là. Puis cet environnement-là passe par la valorisation. Puis la valorisation, c'est pas le salaire. C'est que les gens reconnaissent ce que tu fais, ce que tu apportes, ta contribution à l'entreprise, et ainsi de suite. Puis ça, c'est pas parce qu'on est rendu 325, c'est pas ça le point. Ça peut être aussi bête que hey, c'est donc bien cool ce que vous avez fait aujourd'hui comme aménagement dans la réception. Ouais. Moi, souvent, je vais dire à mes employés, juste un courriel, dans un courriel, quand je vois un courriel qui est bien écrit, hey, good job, bien écrit ça. Ben je me le fais dire. Ça peut être 6 mois plus tard, l'employé va me dire, hey, c'est vraiment cool, tu nous le dis des fois. Tu juste une petite poussée dans le dos, ça fait du bien. Fait que cet aspect de valorisation-là dans l'environnement de travail dans lequel tu es est super important. Fait que tout ça, ben ça vient justement remplir ton état de bien-être, mettons, dans ta carrière ou dans ton environnement de travail. Écoute, un parcours atypique, mais justement, ça l'a fait en sorte qu'il était devenu un gestionnaire assez extraordinaire, puis avec justement une empathie, puis justement une capacité, puis des connaissances, justement, avec une boîte à outils bien remplie. Ouais, tout à fait. Je te remercie beaucoup pour le temps. Merci. Merci d'avoir écouté cette conversation. À présent, voici quelques principes que nous pouvons retenir de Stéphane. Il ne faut pas craindre de repartir à zéro et de redevenir l'élève pour parvenir à de nouveaux sommets. Aimer ce que l'on fait nécessite d'aimer où on le fait. Je vous laisse maintenant avec une citation d'un auteur inconnu. Pour être grand, il faut d'abord apprendre à être petit, car l'humilité est la base de toute grandeur. Merci d'avoir écouté.